volevo contestare tout doucement alcuni punti della tua interessantissima allocuzione. Allora, il primo è questo. Parto dal fatto che la crescita in Europa, no, nel blocco centrale, è soprattutto una mancanza di crescita dei consumi interni, perché sia Francia che Italia che Germania, ma anche altri paesi, hanno un buon surplus commerciale verso l'estero. Quindi, secondo me, il primo punto è che siamo di fronte non tanto al fallimento dell'euro, quanto alla mancanza di fiducia dei consumatori, soprattutto latini, dell'Europa latina, nelle loro classi dirigenti. Questo credo sia vero in Italia, in Spagna, in Francia, un pochino meno in Germania, ma credo che sia veramente un problema di lack of confidence politica da parte dell'opinione pubblica nella capacità delle classi dirigenti di gestire questa fase difficile. Capito? Beh, primo, no, non ho finito. Secondo punto, hai citato l'esempio della Gran Bretagna. La Gran Bretagna sembra fuori dall'euro, in realtà fa parte di un sistema monetario europeo, perché il suo cambio, se guardiamo anche vari anni fa, oscilla di circa il 2,5% attorno all'euro, tra 1,20 e 1,25. Quindi di fatto praticamente è agganciata all'euro, c'ha una piccola flessibilità, ma non è che questa gli fa assumere una grande competitività esterna. La crescita inglese dipende dal quantitative easing, che loro hanno fatto di dimensioni, diciamo, quasi uguali a quelli degli Stati Uniti, e poi dai grandi afflussi di capitali finanziari, immobiliari, eccetera, da tutto il resto del mondo. Terzo e ultimo punto, secondo me, quindi secondo me noi siamo di fronte non tanto al fallimento dell'euro quanto all'inadeguatezza e all'ingiustizia delle regole di Maastricht come erano state inizialmente definite. Quindi secondo me se noi invece ci focalizziamo sull'aumentare la flessibilità del 3% e di altre cose che ci ingabbiano, evidentemente raggiungiamo lo stesso risultato che tu dici con un ritorno al sistema flessibile di cambi, senza però addentrarci dentro una svalutazione competitiva che probabilmente adesso coinvolgerebbe un grande numero di paesi europei e quindi non sarebbe una situazione suavemente bordellique, suavemente disordinata, ma sarebbe una roba veramente, secondo me, difficilissima da gestire con ordine. Grazie. Ok, visto che sono su una comoda sedia posso parlare anche un quarto d'ora. Ok, je voulais vous demander, maybe I speak in English, so oui. Je voulais vous demander une question, mais maintenant ça devient difficile car mon hypothèse, c'est qu'il n'y a pas seulement 4 voies de solution sur la crise actuelle, mais il y a un 5e, comme disait avant le monsieur qui m'a précédé, qui a des réformes internes. Et donc, je vais vous prier d'accepter comme hypothèse, même si vous n'êtes pas d'accord, cette hypothèse. Parce que ma question, c'est, est-ce que c'est sur la politique française, pourquoi le socialisme français ne change pas de chemin? Pourquoi? Et est-ce que ce n'est pas coupé avec les racines? Est-ce que M. Hollande, qui est un politicien qui voudrait se représenter aux élections présidentielles, ne sent pas l'urgence de changer de parcours? La même question, c'est sur les autres forces politiques. Pourquoi est-ce que ça ne coupe pas avec les racines et avec tout le chômage qu'il y a en France et avec la classe populaire? Merci. Adressé en français, bon. Écoutez, je vais vous poser une question très simple, une question directe et très simple. Est-ce que
Évidemment, l'euro, aujourd'hui, c'est le thème, des problèmes. Et vous en avez parlé avec un grand intérêt. Mais ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous pensez, si c'est vrai que l'euro est l'effet d'une autre cause. C'est-à-dire, le problème européen, la crise européenne est, de mon point de vue, institutionnelle. C'est-à-dire, tout le système juridique sur lequel toute l'architecture européenne est montée dans une façon complètement dirigiste, à haut niveau, à command economy, non? Et donc elle a perdu son caractère expérimental qu'elle avait en 1957, et avec le reste des autres traités, etc., qui avaient, parce que évidemment, faire une construction de ce genre, c'était, tout le monde savait, on l'a vu avec Monet, avec ton père, non, c'était une chose très, très complexe qu'il fallait beaucoup de temps, etc. À Maastricht, je crois que le monsieur qui vient de parler a tout à fait raison. On a changé, tout a changé. L'Union européenne est devenue quelque chose que nous n'aimons pas, voilà. Donc ce n'est plus une histoire de la continuation d'une série de pays libéraux, mais c'est une question du dirigisme à pensée unique. Alors, ma question chez vous, c'est simplement si l'euro n'est pas l'effet de cette situation plutôt que la cause de la crise. Merci. Voilà, on a pas mal de questions là. Et, bon, d'abord, la question sur les problèmes qui seraient dus au manque de confiance des classes dirigeantes. Peut-être, mais ce que je note, c'est que les problèmes dont nous parlons se manifestent dans des pays avec des modes de gouvernance et des cultures de gouvernance extraordinairement différents. Un des pays les plus affectés par la crise depuis 2008 en Europe aujourd'hui, c'est les Pays-Bas. Et où la crise continue. Au premier trimestre 2014, le PIB en rythme annuel a baissé de 5%. Les Pays-Bas, un pays anciennement membre de la zone Deutschmark. Et moi, bon, où je prends un autre pays, la Finlande. La Finlande, elle est actuellement à 0%. Et elle a une économie, une culture de gouvernance très très voisine de l'économie suédoise. La différence entre les deux pays, c'est que la Suède va mieux que la Finlande, et l'autre différence entre les deux pays, c'est que la Suède ne fait pas partie de la zone euro et que la Finlande fait partie de la zone euro. Donc, je ne suis pas convaincu, à part cette explication, du moins pas comme une explication monocausale, même si ça peut exister. Deuxième chose, l'euro a été dysfonctionnel dès le départ. C'est-à-dire, le dysfonctionnement de l'euro n'a pas commencé avec la crise, il a commencé lorsque a commencé la convergence des taux d'intérêt à peu près 2 ans avant l'introduction de l'euro. L'euro a été introduit comme un instrument interbancaire au 1er janvier 1999, si ma mémoire est bonne. La grande convergence des taux d'intérêt démarre en 1996, lorsque les marchés sont convaincus que l'euro sera stark wie die Mark, pour reprendre l'argument de vente de l'euro en Allemagne par le gouvernement allemand, et laissant entendre que l'euro serait exactement comme le Deutschmark, donc garanti solidairement par l'ensemble des pays membres de l'Union, même si les traités disaient exactement le contraire. Ce qui d'ailleurs me laisse toujours un petit peu rêveur. Moi, mon passé entrepreneurial, il est dans l'industrie, il n'est pas du tout dans la finance. Et dans l'industrie, lorsqu'on faisait des fusions et des acquisitions, on passait énormément de temps à faire de la due diligence, à bien regarder comment était le partenaire putatif.
Dans le domaine financier, j'ai l'impression qu'on ne s'embarrasse pas vraiment beaucoup de ce genre de choses, parce que quand même, lire les traités européens, ça aurait dû être le début de la réflexion des marchés. Les traités européens disaient qu'il ne pouvait pas y avoir de traitement solidaire de la dette, des dettes souveraines nationales. Ce que les Allemands n'ont pas arrêté de rappeler quand les choses ont commencé à devenir un peu désagréables en 2010. Ce n'est que récemment qu'on a commencé à aller vers la solidarité. En admettant que les choses restent calmes, ce qu'a réussi M. Draghi, en admettant que les choses, que l'on aille vers un peu plus d'intégration, les prémices d'union bancaire, par exemple, qu'on peut citer également, on reste pour le moment dans un schéma où la solution, c'est que tous les États de la zone euro adoptent le même business model que l'Allemagne. Sur le plan des principes, moi je n'ai rien contre, mais ce que je constate dans la pratique, et ça c'est peut-être parce que je suis né en Angleterre, je crois toujours qu'il faut regarder comment les choses se passent en pratique. Je constate que les États américains, les provinces canadiennes, les États brésiliens, les États indiens répondent à des modèles économiques extrêmement différents, mais vraiment très différents, avec des niveaux d'inégalité sociale, des modes de fonctionnement, des positionnements en termes d'échanges internes et internationaux extraordinairement différents. Donc la notion que l'on va transformer un ensemble de plusieurs centaines de millions d'habitants en une copie élargie de l'Allemagne, quelque part, ça me paraît heurter l'expérience empirique du reste de l'humanité. Alors quand quelque chose heurte l'expérience empirique du reste de l'humanité, il faut quand même se poser la question de savoir si on n'est pas en train de faire une très 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 grosse bêtise. Et ça m'amène à la question sur des critères plus flexibles. Le problème, c'est qu'on a fait les critères non pas plus flexibles, mais moins flexibles. On est passé d'un seuil de 3% à un seuil de 0%. Aujourd'hui, l'Italie, je crois que vous êtes à 3%. Et là, vous êtes obligé de mendier à Bruxelles pour que vous puissiez rester à 3%. Alors que les critères de Maastricht, qui, à ma connaissance, restent les seuls qui soient juridiquement contraignants à l'échelle de l'Union, je dis bien de l'Union, c'est 3%. Le pacte de stabilité n'est pas un traité de l'Union européenne. Le pacte de stabilité est un pacte intergouvernemental entre les pays de l'Union, membres de l'eurozone ou pas de l'eurozone, qui l'ont signé et ratifié, mais qui en principe ne font pas partie du corpus de l'Union. Donc effectivement, si on revient aux critères de Maastricht, ce sera peut-être moins bête, moins idiot que de rester sur le texte même du pacte de stabilité version 2012. J'ajoute tout de suite que ce n'est pas par hasard que j'ai employé le mot « idiot », c'est le mot que Romano Prodi avait employé pour qualifier le pacte de stabilité version Maastricht, modifié à Amsterdam. Il a dit que c'était idiot, et il avait raison, c'était idiot. C'était pas simplement idiot parce que les Allemands et les Français lui étaient passés sur le corps. N'oubliez pas, ce sont les Allemands qui ont donné le signal de l'explosion du pacte de stabilité en 2003. Les Allemands avaient raison de le faire exploser. Pourquoi ? Parce que les Allemands, et ça va m'amener à l'une des autres questions, les Allemands voulaient faire des réformes intérieures, dures, majeures. Hartz 1, 2, 3 et 4. La série de réformes dont on retient généralement seulement Hartz 4, mais il y avait toutes les autres avant. Ça a duré 5 ans, cette plaisanterie. C'était très très désagréable. Et le chancelier Schröder, il était certes courageux, mais il n'était pas téméraire. Et il avait compris que s'il voulait que ça marche, il fallait qu'il donne de l'oxygène dans le système. Comment est-ce qu'il a donné de l'oxygène dans le système ? En faisant sauter le pacte de stabilité, à dépasser les 3% et à dépasser les 60% d'endettement. La dette allemande était à 58%, elle a fini, avant la crise, aux alentours de 70%. Je dis bien avant la crise.
avant la crise de 2008. Et est-ce que les Allemands avaient tort d'avoir une politique économique intelligente et fructueuse? Bien sûr que non, ils avaient totalement raison. Ce sont les critères qui avaient tort. Et Romano Prodi, en bon économiste qu'il est, avait dit que le pacte était idiot. Il avait raison. Donc l'histoire des critères, je n'y crois pas trop. Les États-Unis, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement britannique ne gèrent pas leur économie sur la base des critères. Alors que les banques centrales, elles, aient, de par leur mandat, des critères objectifs en matière d'inflation ou de chômage, comme dans le cas de la Fed, why not, c'est même essentiel, mais ça ne remplace pas, ce n'est pas un substitut à la capacité de conduire une politique économique. Et juste un mot sur les pays non euros. Bien sûr, chaque cas est particulier et l'on peut arguer que le Royaume-Uni est dans la situation où il est aujourd'hui parce qu'il y a eu des facteurs X, Y, Z et que la flexibilité monétaire dont dispose le Royaume-Uni n'y était pour rien. Mais le fait est que la flexibilité monétaire a joué. Si ça n'avait aucun sens, la livre n'aurait pas eu de raison de bouger dans un sens ou dans l'autre. La livre, elle a bougé. Et elle a même bougé assez fortement. En 2008-2009, elle a quand même été dévaluée, sans que le mot ne soit employé, de près de 20%. Alors, si on m'explique qu'une dévaluation de 20%, c'est sans importance, moi je veux bien. Mais là encore, on ne peut pas dénoncer les dévaluations et puis ensuite dire qu'une dévaluation de 20% n'a aucune importance. Soit les dévaluations sont importantes, il faut les juger sur leur mérite ou leur absence de mérite, soit elles n'ont aucune importance, auquel cas il n'y a pas de raison particulière de s'en émeuvoir. Mais on ne peut pas tenir les deux discours à la fois. Et les réformes intérieures. Alors ça, ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Dans le cas de la France, je considère que dans le cas de la France, les 3/4 de nos problèmes ne sont pas liés à l'euro dans le domaine économique. L'euro ne nous aide vraiment pas, et moins à cause des histoires de parité, j'ai dit ce que j'en pensais, mais à cause tout simplement du fait que nous nous trouvons dans une Europe à croissance quasi inexistante, avec des partenaires classiques qui ne sont pas les marchés, qui ne sont plus aujourd'hui les marchés qu'ils étaient naguère. Pour la France, c'est quand même mieux de se trouver dans une Europe qui fait, comme elle le faisait il y a 20 ans, 15 ans, l'Europe faisait 2,5% de croissance par an. Ça aidait la France. D'ailleurs, la France, à l'époque, malgré l'introduction des 35 heures par Lionel Jospin, etc., pour la seule fois entre 1981 et aujourd'hui, c'est pendant ces années-là, juste avant l'introduction de l'euro, que la France a dégagé, pendant 2 ou 3 années de suite, un excédent budgétaire primaire, comme vous le faites de façon récurrente en Italie. Et donc l'euro est pour nous un environnement qui nous gêne, mais ce n'est pas la cause principale de nos problèmes économiques. Oui, on devrait faire Hartz 1, 2, 3, 4 en France. On devrait le faire. Mais il y a 2 problèmes. Outre les jugements que l'on peut porter sur le courage ou l'absence de courage politique de M. Sarkozy, qui avait été élu pour éliminer les 35 heures et qui n'y a pas touché, ou de François Hollande, ou que sais-je. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que le pacte de stabilité ne nous invite pas à faire Hartz 1, 2, 3, 4. Le pacte de stabilité nous invite à faire de l'austérité budgétaire. Ce que n'ont pas fait les Allemands au moment d'Hartz. Deuxième problème, très pervers. Alors là, on est dans la grande perversité. La perversité des marchés. Les marchés trouvent que la France, c'est formidable. Nos taux d'intérêt sont descendus au cours des derniers mois à des niveaux historiquement sans précédent. Nous sommes à environ 1,6%.
avec à peine 50 points de base de différence par rapport au papier à 10 ans allemand, au Bund allemand. Et les marchés ne sont pas en train de dire à nos hommes politiques « changez tout, sinon on va vous punir ». Les marchés sont en train de dire « vous êtes des types formidables ». Et ça ne facilite pas les choses. L'inflation en France, elle est d'à peu près 1,5%. Autrement dit, nos taux d'intérêt réels, aujourd'hui en France, sont égaux à 0. Ne pas emprunter dans ces circonstances, il faut avoir la vertu chevillée au corps pour ne pas continuer à fabriquer du déficit. Et on continue à fabriquer du déficit. Et on continue à ne pas fabriquer de la réforme. Et je le regrette. Enfin, la dernière question sur le système européen dirigiste. C'est Jacques Delors qui en a parlé il y a quelques mois, dans des termes très colorés. Il a dit qu'il fallait que l'Europe, les institutions européennes, veillent à ne pas être perçues comme étant le père fouettard de l'Europe. Alors je ne sais pas comment on dit le père fouettard de l'Europe. Lors de la Saint-Nicolas, au début du mois de décembre, Saint-Nicolas est accompagné par un personnage très sombre qui manie un fouet pour punir les méchants enfants. Saint-Nicolas donne des cadeaux. Et le père fouettard, il fouette les méchants enfants et les plus méchants, il les emporte dans sa hotte. Oui. C'est pour ça que ce livre porte son titre, La fin du rêve européen. Pour nos concitoyens, l'idée européenne s'est transformée en quelque chose de très, très peu appétissant. Ça, on le voit dans tous les sondages d'opinion. On l'a vu lors des élections européennes, sauf en Italie. Et c'est très très grave, parce que si j'ai rappelé tout à l'heure la première option, c'est l'explosion de la zone euro, l'explosion désordonnée, catastrophique. Pourquoi est-ce que je l'ai rappelé alors que M. Draghi a calmé les choses et probablement pas mal de temps? Tout simplement parce qu'il n'y a pas que les facteurs économiques directs qui peuvent provoquer l'explosion, il y a aussi les facteurs politiques. Et la politique elle-même, elle peut se décliner de plusieurs manières. Vous pouvez avoir la déclinaison extrémiste, comme avec le Front National en France, avec une Madame Le Pen qui est un animal politique remarquable. Elle est très douée. Elle s'est entourée de gens, d'apparatchiks extrêmement capables. Elle veut gagner. Contrairement à son père qui se contentait de vouloir foutre la zizanie et rejouer la guerre civile. Non, elle veut gagner les élections. Et elle est en train de s'en donner les moyens. Mais ça peut aussi jouer à travers d'autres manifestations. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer entre Madrid et Barcelone. Et qu'est-ce qui se passe si l'Espagne éclate? Qu'est-ce qui se passe pour la zone euro? Moi, je ne sais pas. On sait que la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni serait une surprise, mais on sait aussi que ça ne changerait probablement pas le sort de l'Union européenne. Par contre, l'éclatement de l'Espagne, je pense, poserait un problème existentiel à l'existence de la zone euro. Sottolineare, poi darei la parola per un secondo giro. Ho visto Bagnai, poi ho visto Pennisi. Se vous êtes d'accord. Voglio solo sottolineare questa cosa che ha detto adesso sul rischio dell'euro. Cioè, qui c'è, se capisco bene il suo ragionamento, c'è una possibilità che l'euro esploda per ragioni finanziarie, come si era rischiato qualche anno fa e Draghi è intervenuto. Ma c'è un'altra possibilità di rottura dell'euro, che poi sarebbe una rottura dell'Europa, che è quella sulla quale, per la verità, io 10 anni fa, scrivendo un libro sull'euro, mi ero soffermato. Io ho sempre detto che l'euro funzionerà male, questa era la mia previsione, e la conseguenza sarà l'avvento al governo di uno di questi paesi grandi di qualcuno che sfascerà l'Europa. Le parole che ha detto François sulla Le Pen,
sulla personalità politica della Le Pen, partendo da un punto di vista che ovviamente è totalmente opposto a quello della Le Pen, indicano che in Francia si potrebbe arrivare a questo. Il giorno in cui in Francia ci fosse Presidente della Repubblica la signora Le Pen, noi l'Europa non la potremmo vedere in nessun modo. Quindi questo mi sembra un punto, ci possono essere due vie attraverso cui l'euro si sfascia. Una è la via finanziaria e l'altra è la via politica, e noi stiamo in un certo senso rischiando questa seconda. Bagnai, vieni qua. Merci, Messieurs Hesbourg. Vous voyez dans quelles conditions se déroule le débat en Italie. Si on était là pour parler de football, je avouerais que je ne suis pas compétent, mais je serais quand même forcé d'admettre qu'on joue avec une sphère. Alors là, nous sommes en train de parler d'économie monétaire, et il y a des gens qui interviennent et qui ne savent pas que la livre anglaise a dévalué de 17% par rapport à l'euro de 2007 à 2008, et ensuite elle a dévalué d'encore 20% de 2008 à 2009. Mais ces gens parlent. Nous avons affaire avec des gens qui ne savent pas que les importations d'un pays dépendent du PIB, et que l'Italie a subi une chute massive de son PIB, de presque, qui avoisine le 10%, et donc ce n'est pas surprenant que nos comptes avec l'extérieur se soient redressés. C'est exactement ce que Monti était appelé à faire, et c'est exactement ce qu'il a fait, et il a même avoué. Il a dit: j'ai redressé vos comptes extérieurs en détruisant la demande intérieure. Et maintenant, il y a des gens qui viennent nous dire que nous avons un petit problème de consommation et donc l'euro n'est pas un problème. Donc vous voyez, alors on va jouer la prochaine fois le championnat mondial de football avec une balle cubique. Ce sera beaucoup plus amusant que ces débats. Maintenant, on va venir à des choses un peu plus sérieuses, si vous me le permettez, et si j'arrive à vous dire des choses sérieuses. J'ai beaucoup apprécié votre exposition. Il y a trois choses qui m'ont manqué. Une, c'est à vous. Vous avez avoué qu'il vous a manqué de la littérature. Et par contre, je dois dire que, ayant eu l'occasion d'être consultant des Nations Unies, en particulier pour la CEMAC, qui était une partie de votre empire, je me suis rendu compte du fait qu'il y a beaucoup de littérature très intéressante, notamment sur la zone du franc CFA. En particulier, s'il vous a échappé, je vous signale l'article de Andrés Tornel et Velasco sur le Journal of Monetary Economics de 2000. Pourquoi? Parce qu'il dit exactement ce que vous venez de dire, notamment qu'un accord de change fixe, en particulier une monnaie unique, c'est quelque chose qui permet à un pays qui en a besoin de renvoyer les réformes. Pourquoi? Parce que l'argent devient moins cher et donc on en abuse. Il est assez normal qu'on fasse un usage moins averti d'une chose qui coûte moins. Il y a donc une contradiction évidente entre l'intégration financière et la discipline financière. Voilà ce qui n'a pas été compris en premier par les pères fondateurs. Ensuite, j'ai deux provocations pour vous. La première, c'est que vous avez parlé de beaucoup d'États fédéraux qui fonctionnent. Moi, j'ai un ami musicologue au Canada, sauf qu'il est québécois. Donc, lui, le Canada l'appelle le Ca-Canada. Il n'est pas très satisfait. Ceci peut être découle du fait que la plus grande partie du pays parle la langue anglaise. Aux États-Unis, ils parlent en anglais. En Brésil, j'ai un très sympathique et très gentil ami brésilien qui enseigne en Chine, mais il parle portugais. En Inde, je ne sais pas, mais bon, là, je ne suis pas compétent. Donc, il nous manque quelque chose de plus qu'un gouvernement, d'accord? Il nous manque une culture. Il nous manque une langue dans laquelle nous exprimer et dans laquelle exercer une démocratie. Ceci dit, le fédéralisme, en tout cas en Italie, je ne sais pas comment cela s'est passé en France, mais le fédéralisme, il s'est donné en Italie dès les débuts le dessein bien précis de pousser le volet monétaire en ayant une pleine conscience du fait que cela aurait provoqué des crises et que ces crises auraient poussé les citoyens à se donner le volet politique. Et c'est ce plan qui a échoué surtout. Donc moi, je ferai très attention en Italie, mais je ne sais pas en France, à me réclamer du fédéralisme et aussi de l'européisme. Moi, je ne suis pas européiste, je suis européen. Le prouve le fait que nous nous parlons et nous nous comprenons. Le isme amène toujours à des grands désastres. Et l'euro est un désastre de l'européisme, pas de l'Europe. Merci beaucoup.
Ah, une dernière chose, excusez-moi. On a tous parlé ici des règles fiscales, d'accord? Mais je vous rappelle qu'au mai dernier, le vice-président de la Banque Centrale Européenne nous a dit que nous sommes dans une crise qui a été causée par les marchés financiers privés. Ça, c'est aussi quelque chose dont je n'ai pas entendu parler. Et c'est surtout pour cela, et non seulement par le fait qu'en poussant la demande intérieure italienne, on aurait une nouvelle crise de balance des paiements, mais c'est surtout parce que on n'a pas adressé le problème de comment régler les marchés privés. Si et comment, que je pense que parler du 3% n'a aucun sens. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Bonjour monsieur. Merci pour votre entretien. Moi je pense qu'on a oublié deux aspects. Un aspect politique et un aspect économique. Un aspect politique qui revient au passé. Que ça veut dire que ce n'est pas l'Allemagne qui a proposé de faire la monnaie unique. La proposition de faire la monnaie unique, c'est venu de la France. Parce que pour la France, la chose la plus importante, c'était de faire survivre l'accord du Louvre. L'accord du Louvre, c'était pour la France, du point de vue économique et financier, la même chose que c'était la constitution de la Ve République. Avant la constitution de la Ve République, plus ou moins chaque fois qu'il y avait des élections, on changeait de république. Après l'accord du Louvre, on n'avait plus les dévaluations compétitives qu'en France on avait tous les 2 ou 3 ans. Et là, c'est très important à réfléchir pour l'avenir, parce que jusqu'à quand il n'y aura pas un gouvernement français qui est prêt, qui est disposé à changer l'union monétaire, ce n'est pas la petite Grèce, ou l'Italie avec tous les problèmes que l'Italie a, ou l'Espagne qui est presque sur le seuil de la sécession, qui va demander de changer l'union monétaire. Du point de vue économique, à mon avis, changer l'union monétaire et revenir pas tout simplement au système de 1978, aux accords les accords européens sur les taux d'échange, mais à quelque chose de similaire, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut le faire d'une façon ordonnée. Il faut le faire d'une façon ordonnée et il faut le faire avant que l'euro écroule. Si l'euro écroule et si l'euro écroule dans le grand chaos, c'est un désastre pour tout le monde. Pour les européistes, pour l'espace européiste, pour les fédéralistes, pour ceux qui ne sont pas des fédéralistes, ça va être un grand chaos et un désastre pour tout le monde. Mais on peut penser à un système où il y a un noyau dur, avec une monnaie avec un talon. C'est depuis quelque temps qu'on commence à parler d'une euro avec un talon sur l'or. Revenir au vieux talon sur l'or. Et un réseau de monnaies avec un taux de change modérément flexible. Et ça, on peut le faire. Quand on a changé l'union monétaire franco-africaine, parce qu'on a changé l'union monétaire franco-africaine 4 ou 5 fois dans son histoire, depuis l'indépendance des pays africains, on a fait un système pareil. Il y a un noyau dur, que c'est la République, comme son siège à Paris, et un système de taux modérément flexible avec deux unions monétaires différentes. Il y a une union monétaire pour l'Afrique centrale, une autre pour l'Afrique équatoriale, et tout ça. Et ça, on peut le faire, mais il faut le faire d'une façon très ordonnée et bien préparée par la diplomatie et avec l'accord surtout de Paris. Merci. Se non c'è nessun altro darei la parola per Paolo. Grazie. Très volontiers. Je vais faire en sens inverse. D'abord, sur ce que vous venez de dire tout à fait à la fin, sur les aspects économiques,
c'est exactement le genre de choses que nous devrions être en train de débattre entre Européens. C'est exactement ça. Parce que il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Et moi, je ne sais pas quelle est la meilleure. Vous avez les idées du professeur Zinn, qui ne sont pas qui se recoupent avec ce que vous venez de dire, mais qui ne sont pas identiques. Vous avez toute une série de propositions qui vont depuis le retour pur et dur à la situation d'il y a 20-25 ans, que j'ai retenu pour des raisons de simplicité dans le lancement du débat, et des solutions qui sont à certains égards plus complexes dans leur aboutissement, mais peut-être plus simples dans leur réalisation. Ça, c'est possible. Mais ça nous ramène justement aux aspects politiques. Oui, l'euro a été une création politique, et notamment, ce que j'ai rappelé au tout début, la France qui était prête à jouer l'Europe dès lors que l'Allemagne ne la dominerait pas avec de sa monnaie nationale. C'était ça le raisonnement mitterrandien à l'époque. Et ceci explique d'ailleurs en partie pourquoi le débat sur l'euro en France est moins développé qu'ailleurs. Ça relève en grande partie du non-dit, parce que personne ne va écrire des éditoriaux dans les journaux pour dire il faut garder l'euro parce que sinon on va avoir le retour du Deutschmark. Ce serait présenté comme de l'antigermanisme primaire, ce serait de l'antigermanisme primaire. La France ne peut évidemment pas prendre cette initiative seule. L'Allemagne ne prendra pas non plus l'initiative seule. George Soros a suggéré il y a 3-4 ans dans un ou plusieurs articles dans le New York Review of Books la sortie unilatérale de l'euro par l'Allemagne. L'Allemagne, pour des raisons historiques, ne voudra pas assumer la responsabilité d'apparaître à nouveau comme un grand perturbateur sur la scène européenne. Donc, ça nous laisse avec une solution qui n'est peut-être que plurielle. Et comme je le disais, France, Allemagne, Italie. Et ce qui a été dit sur les marchés privés, je suis tout à fait d'accord. Ça me rappelle un article de Gordon Brown. Il n'est pas mon homme favori, hein, je le dis tout de suite, mais il avait une formule très, très juste, c'était pendant l'été 2009, et il disait « There wasn't a single party in Spain or Greece at which German bankers weren't pouring the champagne. » Eh oui. Et on peut élargir le propos. Et les ismes, la question je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai employé le mot fédéralisme par raccourci, mais j'en ai rappelé tout de suite les limites politiques à l'heure actuelle. Et il est vrai que la pensée magique, parce que c'était une pensée magique, selon laquelle il suffirait d'établir la monnaie unique pour qu'elle génère d'elle-même les institutions politiques qui lui permettraient de vivre, c'est... ce qui est difficile à expliquer, c'est qu'il y a des gens qui aient vraiment pu croire ça. Le facteur linguistique. Le facteur linguistique qui pèse lourdement en ce qui concerne la capacité d'avoir ou de ne pas avoir une zone monétaire optimale. La mobilité de la main-d'œuvre, elle se fait plus difficilement quand on parle plusieurs langues. Et là, j'allais dire, pour les économistes, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Moi, je n'ai pas exploré le domaine. Il y a peut-être déjà beaucoup de travail dans ce domaine, mais j'avoue que je ne l'ai pas vu. Sur l'Inde, parce que l'Inde est un pays multilingue, et fortement multilingue, avec l'anglais qui est à peine plus développé qu'il ne l'est dans l'Union européenne. Je pense qu'il y a plus de gens qui se comprennent entre eux en anglais dans l'Union européenne qu'il y a de gens qui se comprennent entre eux en anglais en Inde. Ce n'est pas vrai pour la classe moyenne et supérieure,
mais c'est vrai pour la population dans son ensemble. L'anglais n'est pas si parlé que ça en Inde. Et regarder comment fonctionne l'Inde en tant que zone monétaire, ce serait probablement assez riche d'enseignements. Et ce qui a été dit sur la zone CFA est tout à fait exact. Et dans un autre article que j'avais lu également, et il a également été relevé que malgré, aujourd'hui il y a l'article remontait je crois 2005 ou 2006, donc 60 ans après la création du franc CFA, au bout de 60 ans, le franc, les différentes parties de la zone CFA, de la zone franc, n'ont acquis aucune des caractéristiques d'une zone monétaire optimale. La monnaie unique ne suffit pas à produire, à créer une zone monétaire optimale. Et un tout dernier point, le football, la balle cubique là, dont il a été question. Et moi, je suis pas très optimiste. Hein. Après tout, on a bien décidé de tenir le championnat du monde de football au Qatar en faisant jouer les joueurs par 50 degrés Celsius. Donc la capacité par des groupes humains dysfonctionnels à produire des décisions totalement absurdes, elle est là. Hein, et si on sait le faire dans un domaine comme le football, où la sanction populaire est quand même immédiate et très forte, puisque c'est quand même l'activité sociale collective la plus répandue, la plus largement partagée dans l'ensemble du globe. Et s'il y a des gens, s'il y a des gnomes qui, dans le stupre et la corruption, parviennent à fabriquer des décisions de ce type, qu'est-ce que ça peut être dans des systèmes de gouvernance qui sont moins dysfonctionnels, qui sont moins ouverts au regard populaire que ne l'est la FIFA. Parce que la FIFA, elle opère quand même sous le regard d'un public de plusieurs milliards de personnes. Donc je ne tire pas de leçons rassurantes de la planète football. J'ai oublié de saluer le président Savona tout à l'heure et j'en suis mortifié. Pas de problème. Credo che anche questa conferenza in onore di Felice Ippolito abbia toccato vertici di conoscenza, di analisi molto importanti che alimentano quelle poche speranze che continuiamo a mantenere, non solo in termini, almeno io personalmente, non parlo degli altri, in termini, chiamiamolo, delle possibilità di una Europa diversa, ma c'è un problema molto più ampio globale, di una globalizzazione di tipo diverso. Insomma. Con il mio collega e amico Giovanni Farese abbiamo riesaminato quello che è successo nel dopoguerra, concentrando la nostra attenzione nella figura di Eugene Black, che fu uno dei più importanti presidenti della Banca Mondiale, dove portarono avanti questi gruppi dirigenti una cultura dello sviluppo molto forte. E se quindi c'è da trarre una conclusione dopo l'ottima, direi, esposizione dei contenuti già fatta da Giorgio, io mi soffermerei su un'unica affermazione del professor Heisburg. Quando a un certo punto ha detto ci vogliono convincere che le cose andranno bene, che il sistema funziona, e lui con una frase che funziona in francese ma non in italiano, a un certo punto ha sollevato il tono e ha detto ne marche pas. Questo è quello che doveva dire. Quindi questa, direi, è l'intera analisi, è la sintesi dell'intera analisi. E il problema è che la Fondazione Ugo La Malfa, e personalmente sia Giorgio che io e altri, direi abbiamo ingaggiato da parecchi anni, e Giorgio l'ha ricordato, una lotta che a un certo punto è
grosso modo ha assunto le forme di un corpo a corpo, nel senso che ogni volta abbiamo un avversario che dobbiamo trattare, ma non riusciamo mai a affrontare le truppe che sono sullo sfondo. Le diversità che ho con Basagni o che abbiamo con Basagni, con Ernesto Auci, credo che se ci mettiamo al tavolo le risolviamo. Ma chi è che impedisce il cambiamento in Europa? E che strumenti usano queste forze? E quindi, se non tanto devo tirare le conclusioni di ciò che ha detto il professore, che ringrazio vivamente, io ritengo che effettivamente ci sono poteri dominanti economici che dopo la scomparsa del comunismo, che era la loro paura, hanno ripreso i vecchi vizi antidemocratici, il capitale al vertice, l'accumulazione capitalistica al vertice delle scale dei valori sociali, e quindi in questo momento loro riescono, sfruttando l'ignoranza del popolo su materie che sono difficili e delicate e che non toccano mai, e li terrorizzano. Cioè stiamo attraversando la fase del terrore. Io spero che Marta pubblichi il mio articolo in materia, che dovrebbe andare sull'OASPE, non sbaglio. Ah, è già uscito, scusa, non ce l'ho ancora. Ah, è qua, benissimo. Dove io pongo questo tipo di problemi. Perché pongo il problema? Perché a questo punto, professore, la lotta deve cercare l'individuare quali sono le forze avversarie. Perché tutto ciò che è possibile fare, l'abbiamo fatto anche oggi, in termini di cercare di educare il destinatario della, chiamiamola, istituzione Europa, è stato fatto, l'abbiamo scritto. 7 Nobel sono intervenuti e hanno detto l'euro non può funzionare. Anche oggi Armellini sul Corriere della Sera scrive: bisogna salvare l'Europa, non l'euro. Il problema è salvare l'Europa e non l'euro, che è la filosofia, è la sua filosofia di oggi, altro aspetto molto importante. E il problema invece si presenta in modo particolare. Un mio collega, non faccio il nome perché non lo voglio coinvolgere, un mio collega che è stata a una cena a Bruxelles importante dove hanno partecipato persone, mi ha fatto una relazione del seguente tipo: tutti criticano dicendo che la politica non funziona, le istituzioni non funzionano. Lui ha tentato di dire: beh, allora, non so, estendiamo il mandato della BCE a quello delle cose. Ed è finito un putiferio. Non appena poni il problema di dove vuoi mettere le mani, si scatenano nelle persone che difendono questo mondo, che io non so chi è che comanda. Cossiga mi ripeteva: ma chi comanda? E lui diceva: se non lo sai tu, vuoi che te lo dica io? Cioè c'è scomparso l'avversario, questo è il problema. Quindi abbiamo tutto ciò che abbiamo fatto, e oggi abbiamo dato un contributo di chiarezza sullo strumento che usano sfruttando, che è il terrore, che usano sfruttando l'ignoranza per la difficoltà dei temi da affrontare. Chi può capire, ad esempio, ciò che ha detto Pennisi in termini di tipo di costruzione? Ma che cosa lo puoi spiegare a un operaio o a un impiegato? Sono cose che vanno gestite dai gruppi dirigenti, solo che questi argomenti, per quanto li portiamo avanti, non vanno avanti. E non credo che Pennisi venga consultato dall'attuale governo. Probabilmente, come me, è stato chiamato in Parlamento, io ho spiegato esattamente come dovrebbe essere organizzato il semestre, ma hanno verbalizzato tutto, ma non ne frega assolutamente niente a nessuno. Perché ci sono queste forze che dobbiamo iniziare a combattere in un modo molto preciso. Io vi ho detto, infatti non sono intervenuto oggi, che a un certo punto il discorso dell'euro, veramente condotto come l'abbiamo condotto, mi ha stancato. Cioè, stremato, perché io non lo avverto più come il problema principale. Il problema principale è il problema che l'ipotesi di come gestire la società moderna a livello di nazione e a livello di economia globale è scomparso dal dibattito.
si incontrano per decidere se a un certo punto bisogna intervenire, aspetti importantissimi e fondamentali, ma affrontati singolarmente, Siria, Iraq, affrontati singolarmente, tu non li risolvi, cioè manca un disegno di come sono organizzate le società e di quali sono gli scontri. Forse il più chiaro tra gli scontri è lo scontro religioso, quello è il più chiaro probabilmente, e non c'è dubbio che sotto sotto, però questo è una complicazione. Ecco, io volevo appunto chiudere con queste mie considerazioni, che vi ripeto non sono pessimistiche, perché finché ci consentono comunque di esprimere, finché c'è uno che grida il re nudo e finché c'è uno che fa delle analisi così brillanti e così importanti come il professor Hesburgh, che ci ha onorato con la sua presenza oggi e che appunto già avevamo avuto occasione di scambiare delle opinioni e che ha dato, direi, dei suggerimenti anche pratici. Finché abbiamo questa possibilità probabilmente la fiamma non si spegne, ma non basta. Grazie.